Notre témoin de l'économie est aujourd'hui Michel Bauwens. Michel Bauwens, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes le fondateur de la Peer-to-Peer Foundation et aussi auteur du livre Sauver le monde vers une économie post-capitaliste avec le peer-to-peer. Alors le peer-to-peer a permis de construire les communs comme Wikipédia ou Linux, qui lui-même est au fondement d'Android et finalement de toute l'économie du mobile. Alors c'est là que vous posez une question fondamentale. Vous dites comment les contributeurs au commun doivent-ils gagner leur vie? Ils créent de la valeur commune, mais ne reçoivent rien en échange. Donc il n'est pas possible aujourd'hui de vivre dans les communs. Alors pourquoi? Oui, alors je devrais peut-être un peu spécifier quand même le problème, parce qu'en fait, le problème est le suivant. Donc, quand les gens aujourd'hui créent du commun dans le monde digital, il y a une abondance, donc on peut le copier à un prix tout à fait négligeable, et donc ça sort du marché. Et donc ça, c'est l'aspect du commun aujourd'hui qui sort du marché. Par contre, le travail reste une denrée encore relativement rare, et donc là, on voit quand même que les gens, par exemple, qui travaillent pour Linux, trois quarts des gens qui travaillent pour Linux ont un revenu d'IBM ou de firmes du même genre. Donc le problème est plutôt d'éviter une sorte de captation exagérée du commun. C'est-à-dire, du point de vue des IBM, par exemple, on peut dire que ce qui leur intéresse, c'est de payer 2000 personnes, mais du coup, ils vont avoir le travail de 25 000 personnes qui sont payées par leurs concurrents, plus 25% qui ne sont pas payés. Et le problème que ça pose surtout dans des modèles, on va dire, encore plus prédateurs, donc des modèles comme Facebook par exemple. Les gens ne se rendent pas compte, mais aujourd'hui, écrire un email, c'est un acte économique, puisque cette activité de communication va être utilisée pour monétiser. Et donc là, on est dans un système où de plus en plus de personnes vont communiquer, vont créer de l'utilité sociale, vont créer des ressources communes, à partir d'une motivation intrinsèque, donc de leur propre gré. Il va avoir une captation de cette valeur, mais elle ne va pas être remise dans le circuit du commun. Donc ça veut dire que tous les contributeurs, finalement tous les internautes qui contribuent sur Internet à créer cette espèce de masse de données ou de masse d'informations, de commentaires, de contenus, va former un bien commun qui est monétisé par les GAFA à leur unique profit. Et c'est là où vous dites, finalement, il n'y a pas le retour, le service qui est donné Voilà. en échange n'est pas finalement suffisamment équitable. Tout à Et fait. c'est là où vous proposez une forme de réciprocité renforcée. Oui, donc c'est un peu un paradoxe, et j'espère que je peux le dire ici, mais au plus communiste la licence, au plus capitaliste la pratique. C'est-à-dire que quand il y a un partage total, ça permet non seulement de participer en tant qu'entreprise à ce commun, mais même de capter ce commun sans y participer. Et là, il y a un problème que j'appelle la crise de la valeur, c'est-à-dire quand de plus en plus de personnes mutualisent des connaissances productives, parce qu'il ne faut pas oublier, ce n'est pas seulement des jeux que les gens font, c'est WikiHow, c'est Wikispeed, donc c'est le futur, c'est fabriquer des maisons durables, c'est du transport durable, donc on entre dans la production physique. Alors pour mémoire, un WikiHouse, c'est donc, et Wikispeed, c'est une manière de créer, d'inventer une maison durable de manière collaborative ou une voiture dans le cas de Wikispeed. Voilà. Donc il va y avoir un commun au milieu, donc une mutualisation de la connaissance productive qui n'est plus privatisée. Et autour de cela, il va y avoir des entrepreneurs qui vont essayer de créer des fonctions de marché avec une valeur ajoutée par rapport au commun. Et là, il n'y a rien qui est mal à ce niveau-là. Mais donc la question est donc le réinvestissement dans le processus communautaire, si vous voulez. Parce que si on vit dans une société où de plus en plus de valeur est créée de cette façon-là, et que de moins en moins il y a un retour de valeur, une distribution de la valeur, qui va acheter les produits? Donc on est un peu dans le même débat sur l'automatisation de la robotique, etc. Donc on entre dans une crise du système qui n'est pas seulement une crise précaire des travailleurs, mais qui est aussi une crise des entreprises, puisqu'il n'y a plus un circuit de valeur qui fonctionne. Un circuit de redistribution Voilà. qui du coup ne fonctionne pas par le salaire, puisqu'il n'y en a pas, puisque c'est un travail bénévole, mais qui ne fonctionne pas non plus par l'impôt, puisqu'on sait que les GAFA payent peu ou pas d'impôts. Donc une crise de la redistribution finalement des richesses. Voilà. Alors, Bernard Stiegler, qui est votre préfacier, lui parle de revenus contributifs. Alors, quelle est la différence avec ce qu'on appelle aujourd'hui le revenu de base, dont on a beaucoup entendu parler ces jours-ci avec la loi sur le travail?
Oui, alors la différence, et sans connaître en détail vraiment les idées de Bernard Stiegler, mais je connais plusieurs exemples de revenus contributifs qui fonctionnent déjà. Donc l'idée, c'est que ces communautés productives décident eux-mêmes de qu'est-ce qu'est la valeur. Donc c'est-à-dire on va créer des comptabilités contributives et on va créer un contrat social équitable par rapport au marché. Je vous explique tout simplement. Vous avez 20 traducteurs qui font du pro bono, donc qui traduisent en partie gratuitement. Ça crée un capital réputationnel. Certaines personnes vont pouvoir aller sur le marché. Mais cette valeur marchande, elle dépend en fait de la contribution de tous. Et donc un revenu contributif, c'est un revenu qui tient compte de toutes les contributions. Et la différence avec un revenu de base, c'est qu'il est conditionnel. Donc ce que fait Stiegler, c'est un peu prendre ce phénomène au niveau macro, au niveau de la société, et de dire, voilà, pour une société des communs, on a besoin de capacités. Et pour avoir ces capacités, il faut société et il faut avoir des revenus. Et donc le revenu contributif, c'est un revenu conditionnel qui est un peu comme les régimes des intermittents, c'est-à-dire entre deux projets artistiques, ces gens retombaient dans le passé toujours au chômage, mais maintenant ils ont une sorte de revenu minimum à condition d'investir dans leur capacité professionnelle. Et donc, il propose de généraliser ça à tout notre système social. Alors, il y a un autre auteur qui est très connu, Nicolas Colin, qui est le co-auteur de L'âge de la multitude, et qui, lui, parle de travail gratuit. Mais alors, dans l'économie du partage, finalement, est-ce que ce n'est pas juste une forme moderne de l'association qui existe et du bénévolat dans l'association qui existe depuis très longtemps? Alors, pourquoi faudrait-il s'en émouvoir alors que ça fait quand même plusieurs siècles qu'on vit avec la juxtaposition d'un monde associatif bénévole et d'un monde marchand, salarié ou payé? Qu'est-ce qu'il y a de nouveau? Alors, je comprends bien l'argument, mais justement, ce qui a changé aujourd'hui, c'est l'échelle. C'est-à-dire quel est le système aujourd'hui le plus productif dans notre société. Et on voit très bien que des systèmes comme Linux, comme Android, comme Wikipédia ne peuvent ni être produits par l'État, ni même par des grandes entreprises. Donc aujourd'hui, cet associatif qui était limité dans le temps et l'espace à une échelle globale. Et donc cette mutualisation de la connaissance, cette mutualisation de la productivité, elle dépasse les systèmes marchands et elle dépasse les systèmes étatiques. Et donc, si on laisse cette hyper-productivité sans revenu, on crée une crise sociétale. Donc, on n'est plus dans le hobby aujourd'hui, quand on sait faire des voitures dans une microfabrique qui utilise 5 fois moins d'essence que les voitures commerciales. On est en fait dans le futur de l'économie, dans le futur de la société, et il faut investir dans ce futur. Et est-ce que le fait d'introduire une rémunération dans cet environnement aujourd'hui collaboratif bénévole, est-ce que ça ne va pas casser la dynamique qui a fait finalement le miracle de Wikipédia, de Linux, d'Arduino, etc.? Oui, il faut faire très attention. Et en anglais, il y a un mot qui s'appelle crowding out, c'est-à-dire que la motivation extrinsèque pour un revenu peut détruire et remplacer les motivations intrinsèques de cette manière de produire de la valeur. Et donc, il faut trouver des modèles de revenus, pas comme YouTube, parce que ça, c'est vraiment recréer la marchandise dans un commun, si vous voulez. Et donc, on va avoir Fox News à la place de YouTube, c'est-à-dire chacun va utiliser le sexe et la violence pour avoir plus de revenus. Si on veut garder ces dynamiques d'échange social, où quand même la grande majorité des gens mettent des vidéos sur YouTube pour partager, on doit trouver des formes de revenus qui ne sont pas des revenus qui créent une marchandise, mais qui sont des revenus qui reconnaissent la contribution. Alors vous disiez à l'instant, on a changé d'échelle entre le monde associatif et le monde marchand. Et c'est ça. Alors quels sont les enjeux économiques aujourd'hui que ça peut représenter? Est-ce qu'on a une idée de, je sais pas, la part du PIB que ça pourrait représenter dans 20 ans ou 30 ans? Mais aujourd'hui, il y a déjà une étude qui est parue en 2011, donc je suppose que les chiffres dataient déjà de 3 ans avant, qui s'appelle The Fair Use Economy. Donc c'est une étude qui calcule l'économie autour des ressources partagées. Donc c'est la production entre pairs, la création des communs, mais c'est aussi par exemple la géolocation, parce qu'aux États-Unis, l'information géographique a été commodifiée, c'est-à-dire tous les citoyens américains, toutes les entreprises américaines peuvent employer ce commun et créer de la valeur marchande au-dessus. C'est déjà 1/6 du produit national brut américain. Et ça, c'est donc avant l'économie du partage, c'est-à-dire avant qu'on a commencé à parler de Uber et Airbnb. Il faut encore ajouter. Oui. Donc, si je résume les éléments essentiels de votre discussion,
de notre discussion, vous dites finalement il y a eu pendant très longtemps une sorte de muraille de Chine entre le monde associatif et le monde marchand. Maintenant, aujourd'hui, le fait que le monde marchand, au travers des GAFA ou des plateformes, ont une activité de plus en plus prédatrice par rapport au bénévolat et monétisent cette valeur à leur seul profit, ce qui fait que c'est une économie qui n'est plus durable. Et donc il faut inventer, et on commence à le faire au travers des licences de réciprocité, inventer des nouveaux modèles pour rétablir une forme de réciprocité. Est-ce qu'on peut résumer comme ça? Oui, c'est tout à fait ça. Et à mon avis, on est vraiment dans un changement de régime de valeur. C'est-à-dire, rappelez-vous, au Xe siècle, hein, on sort de l'économie guerrière et on entre dans la féodalité. Donc la valeur vient de la terre et du surplus de la terre. Au XVe siècle, on invente tous les procédés qui vont devenir le capitalisme. Donc on quitte le revenu de la terre et on entre dans le revenu de la marchandise. Et aujourd'hui, on entre dans une ère du contributif. Alors ça veut dire que la sphère marchande va disparaître, mais elle va devoir s'adapter à ce régime contributif. Et on est dans ce moment de transition très complexe et chaotique où on cherche les solutions aux nouveaux problèmes que ce régime de la valeur contributive est en train de créer dans notre société. Michel Bauwens, fondateur de la Peer-to-Peer Foundation, merci. Merci Vincent.